Dans la famille, c'était vraiment les femmes qui Qui avions menaient. du tempérament et j'ai une maman, comme j'étais fille unique, qui m'a toujours expliqué que, une femme ne doit pas, attendre que son mari, fonctionne pour elle, mais elle doit être indépendante. Oui, Donc ça, je crois que c'est quelque chose, que vous aviez en vous que depuis j'ai toujours. que j'ai toujours eu et que j'ai inculqué à mes enfants. Mmh. Vous savez, moi, quand je vois, par exemple, un député en basket ou bien en t-shirt devant un monument aux morts, excusez-moi, Oui. mais en basket, non. Mmh. Exceptionnel, vous le savez, c'est le magazine podcast féminin qui met en avant des femmes avec leur parcours, leurs envies, leurs doutes, leurs victoires. Moi, ce que j'aime, c'est justement ce côté vrai et authentique. On parle telle une conversation. On a la chance aujourd'hui d'être avec une femme politique ô combien engagée, femme politique française, déterminée, j'ai envie de dire une femme de combat. Elle est creutzwaldoise, c'est-à-dire elle est née à Creutzwald, oui, c'est dans l'est de la France, le pays du charbon depuis 1895. Marie-Jo Zimmermann, bonjour. Bonjour Lara. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai dit 2-3 choses sur vous, mais si je vous laisse vous présenter, vous diriez quoi en plus ? Alors que, voilà, vous l'avez bien dit, je suis né dans le bassin houiller, pour lequel voilà, j'ai une affection particulière parce que c'est ma région, c'est la Moselle. C'est celle, comme je dis toujours, qui a fait vivre la France pendant des décennies et puis celle qu'on a un petit peu trop oubliée à certains moments. Et lorsque je suis devenue députée, je rappelais toujours que la Moselle existait. Oui. Et non seulement elle existait, mais elle avait quand même la capacité et surtout cette envie de se battre en permanence. Et je dirais que c'est cette terre qui m'a forgée et qui a fait que aujourd'hui, voilà, quand j'ai des convictions, j'essaye de les. Vous en avez tout le temps. Je pense Oui. que vous êtes né avec des convictions. Il y a le Oui. cordon ombilical, il était rempli de convictions. Absolument. C'est- Oui, absolument. Alors, député de la Moselle entre 98 et 2017, pour être bien précise. Oui. Alors, jeunesse et études, vous parlez, on sait beaucoup de choses sur vous, en fait, de votre vie publique et politique. Votre côté enfant, un peu moins, même si on va parler de Strasbourg et de vos études, de ce que vous avez fait. Petite, vous étiez comment ? On voit peu de choses sur vous. Est-ce que Alors, vous étiez une enfant sage ? J'avais du caractère. Oui. J'avais du caractère et je vais vous donner une anecdote, c'est que ma maman rêvait que je fasse du piano. Et moi, quand j'étais devant le piano, voilà, je trouvais ça merveilleux. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, je le regrette. Mais je me disais, mais qu'est-ce que je fais là ? Et au lieu d'aller à mes cours de piano, déjà à l'époque, j'avais 10, 12 ans. Je partais avec mes copines et maman revenait me chercher alors, partout où je pouvais être. Hein, Donc et me plutôt mettait... une petite bêtise, une petite Ah oui, nana oui, bêtise, non mais absolument, absolument. pas du tout rangée. Ah pas du tout, non, j'étais pas quelqu'un de rangé, j'étais pas quelqu'un... De c'est-à-dire politiquement correct. Pas du tout. Oui. J'étais... Qu'est-ce que vous avez fait comme plus grosse bêtise ? j'en ai fait tellement. Hein. Je sais que à l'école où j'étais, on n'avait pas le droit d'aller dans les sous-sols. Puis bien entendu, à partir du moment où on vous dit qu'on n'a pas le droit, on y va. Bien sûr. Donc j'y vais. Et puis je me souviens toujours, un de mes profs avait vu que voilà, on allait explorer les caves. Et donc, il nous appelle. Puis, il appelle, bien entendu, tous les indisciplinés de la classe. La seule qui n'a pas appelé, c'était moi. J'arrive. Il me dit « Ah non, pas vous, Marie-Jo !» Et si. voilà, c'est ça. Ou bien, une autre anecdote, quand on avait un de nos professeurs de physique-chimie, on avait 2 heures de cours d'affilée, on a la récréation entre les deux, et puis, de 2 à 3, on n'avait rien fait, de 3 à 4, subitement, il avait envie de faire une interrogation. Nous, pas d'interrogation. Non, mais on comprenait pas le sens de l'heure avant. On discute normalement, pas de physique-chimie. Oui. Et puis ensuite, tout Comment d'un coup, on peut se voilà. remettre dans Donc un devoir. on a fait grève. Puis on s'est retrouvés ensuite enfermés dans la classe. Qu'est-ce qu'on a fait ? On était au rez-de-chaussée, on est parti, on s'est carapaté. C'était quelle école ? À Sarreguemines, Ah oui. au lycée. Voilà. On se souvient de vous, certainement encore. Ah oui, parce que l'an dernier, quand le lycée Jean Depange a fêté ses 20 ans d'Abibac, que j'avais
mise en place grâce d'ailleurs je dirais à l'époque à un ministre qui très souvent était pas forcément décrié, mais qui était particulier. C'est comment il s'appelait, dites-moi. Quel ministre dans quel... C'était sous sur Mitterrand. Il est mort il y a pas longtemps. Allègre. Voilà. Oui. Voilà. Claude Allègre. Claude Allègre, quand au moment du budget, j'avais demandé à Claude Allègre l'ouverture de 2 classes à Bibac, à Metz. C'est à la fois... alors attendez, c'était pas... C'est... c'était soit le lycée de... Non, c'était Faber. C'est à Faber. Et puis, le deuxième à Sarreguemines. Oui. Donc, il y a eu les 20 ans et ils m'ont invité. Et bien entendu, tout le monde se souvenait de Marie-Jo Zimmermann. Eh oui. Pas seulement pour la Bibac. Alors, il y a eu les écoles. Donc là, on parle de l'école et de la petite enfance. D'ailleurs, vos parents faisaient quoi? Il y avait un lien et dans le tempérament ou Alors, maman était comme moi. Maman était quelqu'un de très déterminé, de très volontaire, très engagé. Et, en politique aussi? Non, pas du tout. Papa, lui, était ingénieur houillère et était beaucoup plus calme. Oui. Dans la famille, c'était vraiment les femmes qui avions du tempérament. Et j'ai une maman, comme j'étais fille unique, qui m'a toujours expliqué que une femme ne doit pas attendre que son mari fonctionne pour elle, mais elle doit être indépendante. Oui. Donc ça, je crois que c'est quelque chose que vous avez que j'ai toujours eu et que j'ai inculqué à mes enfants. Oui. Alors, vous devenez professeur d'histoire et de géographie. Oui. La politique est une chose, mais c'était vraiment... L'histoire, ça a toujours été votre dada. Absolument. Un beau métier. Et ce que vous aimiez, ce que j'ai lu beaucoup de fois sur vous, c'est que c'est le partage, le côté d'enseigner, de donner aux autres. C'est justement là le côté de transmission auquel vous tenez beaucoup. Tout à fait, parce que et l'histoire-géographie, j'ai toujours adoré. Alors l'histoire, pourquoi? Tout simplement parce que on n'est pas des individus comme ça au milieu d'un territoire, mais on a une histoire. Oui. Et cette histoire, il faut qu'on la connaisse. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai apprécié en tant que conseillère départementale, ce que le président Weiten a fait sur la Moselle, où il a vraiment eu la volonté de montrer que les Mosellans, on a eu une histoire particulière, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et je sais que j'ai aimé l'enseigner parce que c'est pas forcément dans les programmes officiels. Et moi, je l'ai toujours intégré, l'histoire des Mosellans et le combat que les Mosellans ont dû mener pour redevenir français, notamment. Et si vous voulez, ça, je dirais que ça a toujours été une de mes volontés, c'était de transmettre cette histoire et de dire que si on avait cet esprit de combat, cet esprit même d'indépendance, même par rapport à la République française. Et d'audace. Et d'audace, absolument. On l'avait par rapport à cette histoire qui était la nôtre. Donc professeur d'histoire et professeur de géographie, parce que histoire-géographie, on l'enseignait ensemble. J'ai toujours aimé j'irais connaître les pays et parce que on n'est pas de nulle part. On est d'un endroit où on a des racines. Bien sûr. Et où on a cette envie d'améliorer les choses. Et j'adorais la géopolitique. J'adorais également, si vous voulez, toute l'histoire. Ce qui m'a toujours beaucoup marqué en histoire, c'était la vie de la Terre. Vous savez, les continents, le dérive des continents, tout ça. C'est-à-dire, là aussi, en quelque sorte, l'histoire de ce sur quoi on vit. Oui. Et ça, c'est l'histoire-géographie. C'est vrai que ça m'a toujours beaucoup intéressé. La période contemporaine, beaucoup.
Et puis, je pense que... combien d'actualité aujourd'hui avec tout ce qui se passe? Si on était plus attentif à nos racines, et etc., complètement. on n'en serait peut-être pas là. C'est-à-dire on connaîtrait peut-être un petit peu mieux les raisons pour lesquelles tel pays attaque un autre pays. Si vous voulez, là aussi, une guerre, elle n'arrive pas comme ça tout seul. Elle a des raisons d'être, elle a, je dirais, des causes, elle aura ensuite des conséquences sur lesquelles il va falloir travailler. Et donc, si vous voulez, c'est le choix que j'ai fait en faisant histoire-géographie. Et en plus, j'ai fait histoire-géographie à Strasbourg. Et j'avais pas choisi Metz à l'époque, alors que, bon, je suis vraiment mosellane. Strasbourg, pourquoi? Parce que... D'autant, l'Alsace et la Moselle, toujours un peu particulières. Absolument, voilà. Et pourquoi Strasbourg? Parce que c'est également, je dirais, un lieu de rencontre européen. Ah oui. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours beaucoup, beaucoup attirée, parce que on a des racines françaises, c'est clair. On a des racines gauloises. On est français, mais on vit dans un continent. Et c'est la raison pour laquelle je suis allée à Strasbourg. Et également, un petit peu, je dirais, l'histoire particulière de l'Alsace avec le protestantisme, avec les guerres de religion, avec Luther, avec... tout ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée et j'ai beaucoup, 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 beaucoup apprécié mes études à Strasbourg. Et la chance que j'ai eue à l'époque, c'est que, et c'est peut-être le lien avec la politique, c'est que on avait au palais universitaire, on avait donc en haut, c'était au premier étage, c'était l'histoire-géographie, et en dessous, c'était Sciences Po. Et si vous voulez, on avait beaucoup de contacts. Et la bibliothèque où on était, c'était la bibliothèque de la théologie protestante. Et quelque part, si vous voulez, on avait cette habitude de se rencontrer. Donc, on mêlait à la fois la politique, l'histoire, les religions, tout ce qui incarnait vraiment je dirais tout l'être que l'on était quand on était Alsace-Moselle. Et donc, c'est tout naturellement qu'il y a eu la politique derrière, avec des hommes qui ont été, pour le coup, on parle de femmes, mais des hommes qui ont été, qui vous ont mis en avant. Je pense à Pierre Messmer, par exemple. Oui, absolument. Alors, c'est la première campagne que j'ai faite. Ouais, vous avez raison de le souligner. Parce en que 86. 86, tout à fait. Et en plus... Comme historienne, se retrouver sur une liste de Pierre Messmer, vous pouvez même pas imaginer ce que représentait pour moi d'abord cette campagne. Et tous les soirs, on terminait par un repas tout simple, bien sûr. Jambon, salade, voilà. Convivial. Et Messmer nous racontait l'histoire. Et c'est quelque chose, et je travaillais encore à l'époque, donc j'enseignais en terminale en plus, et l'histoire racontée par Pierre Messmer, la décolonisation, ça avait une saveur. J'allais dire, c'est ça. Ça avait une saveur qu'ensuite j'ai transmis à mes élèves. Et aussi des valeurs. Pierre Messmer nous a enseigné des valeurs. Et j'avais toujours le souvenir, et c'est pour ça que aujourd'hui, moi, je suis quand même un petit peu, disons, perturbée par tous les problèmes économiques que rencontre la France, parce que Messmer nous avait toujours expliqué que tant qu'on n'avait pas la dérive vers cette marche en avant où vraiment on avait des dépenses complètement inconsidérées et tant qu'on était capable de l'expliquer, on était dans le bon chemin. Et il nous avait dit, vous savez, alors c'était en 86, c'est il y a longtemps, c'est presque la préhistoire. Je sais qu'il nous avait expliqué, vous voyez, la table. Tant que vous pouvez plus mettre sur la table la représentation de ce que vous donnez comme chiffre, et ben le jour où vous pourrez plus faire ça, c'est fini. Et je crois qu'on a terminé depuis longtemps. Exactement. Alors en tout cas, c'est lui qui a ouvert votre carrière politique. Il y a eu un autre homme, c'est Jean-Louis Debré. Ah oui. Où là, il vous a aussi, je pense que je dis pas de bêtises, vous a aidé sur cette partie mixité.
Complètement. Ouais. Complètement. Jean-Louis Debré, je dis toujours, c'est mon parrain en politique. Et le plus grand regret que j'ai eu, c'est quand j'ai eu la Légion d'honneur. Et quand je lui ai demandé de me remettre la Légion d'honneur, j'ai découvert que Jean-Louis Debré ne l'avait pas. Ah oui. Il ne l'avait pas parce qu'il ne la voulait pas. Et il m'avait dit, tu sais Marie-Jo, je la voulais pas, la Légion d'honneur, parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait, voilà, normalement. Et Jean-Louis Debré, il m'a appris plein de choses. Quand je suis rentrée dans son bureau, le premier jour où j'ai été élue, il me dit, Marie-Jo, je vais te dire ce que mon père m'a dit. Michel Debré, il m'a dit, Jean-Louis, tu seras sans doute ministre un jour. Souviens-toi que tu seras plus longtemps ancien ministre que ministre. Donc ça veut dire que les valeurs que tu as avant de le devenir, tu devrais la garder quand tu n'y seras plus, Oui. et surtout les garder quand tu y seras. Et Jean-Louis Debré, il m'a appris la vie parlementaire. Oui. Il m'a appris à écrire une loi. Oui. Il m'a appris à respecter les lois. Il m'a appris une chose qui était extraordinaire. Il m'a toujours dit, Marie-Jo, tant que tu pourras dire, en tant que législateur, je maîtrise ma loi, je la contrôle, c'est que c'est bon. Oui. Et il me disait, tu vois, un législateur, il n'y a rien de pire que de voir une loi qui n'est pas appliquée. Et il connaissait la vie parlementaire d'une façon extraordinaire. Il connaissait l'histoire parce que, notamment, il était quand même le fils de Michel Debré, le père de la Constitution de la Ve République. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie parlementaire parce que quand j'avais n'importe quelle difficulté, je savais que sa porte était ouverte, je savais que les conseils qu'il me donnait étaient les meilleurs. Oui. Et même au Conseil constitutionnel, très souvent, notamment quand j'ai écrit ma loi, je l'ai écrite et il y avait un petit vide juridique. Et Jean-Louis Debré m'avait expliqué que il fallait qu'un jour on le corrige. Et il m'avait surtout dit, tu sais, Marie-Jo, je pense qu'une loi, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit simple et qu'elle soit applicable. Oui. Et quand on dit ça, ça paraît banal, et pourtant. Et pourtant, je dirais, c'est quelque chose qui est tellement normal pour des gens normaux que légiférer, je dirais que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on légifère, il faut savoir que ces lois, elles doivent être acceptées et ensuite appliquées. Ouais. Et alors, suivre. J'ai encore votre rapport d'activité au nom de la délégation des droits des femmes. C'était sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. C'était en octobre 2005, ça allait jusqu'en février 2007. Et c'était donc fait, je me doute bien, avec derrière Monsieur Debré. C'était une grande fierté pour vous. À partir de là, c'était le début de la loi Copé-Zimmermann de 2011. Absolument. Donc, comme quoi on récolte toujours ce qu'on a semé. En tout cas, on sème tout au long des graines complètement qui sont les plus petites. Il n'y a pas de petites ou de grandes, tout est important. Ah, tout à fait. Et si vous voulez, Jean-Louis Debré m'a également appris que on ne peut pas légiférer quand on ne connaît pas son terrain. Oui. Et il m'avait expliqué, Marie-Jo, tu t'arrives à l'Assemblée nationale, c'est très bien que tu sois là. Par contre, ce qui est important, c'est ton terrain. Oui. Parce que c'est ton terrain qui inspirera ta loi. Et c'est ton terrain qui inspirera toutes tes interventions. C'est clair. À l'époque, et pourtant vous dites c'est loin, mais c'est pas si loin, l'Assemblée nationale, quand on y rentrait, l'hémicycle et tout, il y avait du waouh, on avait les valeurs, il y avait une certaine peur même qui était légitime et belle. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée, il y a un monde. Pour le coup, c'est à la fois loin ou pas loin, mais je sais pas quel est votre constat, mais c'est d'une grande tristesse. Oui. Moi, et peu importe les partis, mais peu importe les partis. Moi, je suis affligée. Il y a un manque de respect. Ah c'est une foire d'empoigne. Oui, c'est ça. Et dernièrement, quand j'étais encore à l'Assemblée nationale, certains agents me disaient, mais Madame Zimmermann, vous avez de la chance.
Parce que vous avez connu un autre monde. Non, c'est pire que ça. C'est que ce que vous voyez, bon, c'est déjà pas mal, mais il y a une grande partie du son qui est coupé. Oui. Donc ça veut dire que aujourd'hui, et moi c'est ce que j'ai eu la chance un jour de dire à Madame Braun-Pivet, moi je l'admire parce que non mais c'est hallucinant, hallucinant voir des députés arriver en tongs et en t-shirt. C'est quand même particulier. Mais alors comment vous expliquez qu'on ait pu et qu'on peut accepter de telles choses? Je pense qu'aujourd'hui, on a tout le monde s'en fout, tout est possible. C'est-à-dire que, vous savez... C'est peut-être malheureusement là où on en est, l'explication, elle est vite trouvée. Ah ben complètement. C'est-à-dire qu'on a d'autres valeurs, c'est clair. Moi, je pense qu'elles sont moins bonnes. Oui. Je pense que on ne peut pas dire qu'on représente le peuple français quand on est dans cette tenue. C'est pas possible, parce que les Français sont encore dignes, et les Français ne se. Vous savez, moi, quand je vois par exemple un député en basket ou bien en t-shirt devant un monument mort, excusez-moi. Oui. Mais le porte-drapeau ou la personne qui vient devant le monument mort, mais il a des chaussures. Enfin, ça paraît tellement énorme de dire ça, mais en basket, non. Les baskets, c'est pas fait pour... et je pense que les Français peuvent pas être fiers de ce qu'ils voient. La fierté, c'est un grand thème, et à mon avis, qui était d'actualité, qu'il est encore d'autant plus aujourd'hui. On est en manque, et vous me mettez sur un sujet qui n'était pas prévu, mais qui est très vrai, on manque de fierté d'appartenance. Oui. C'est certainement ce qui nous manque pour avancer à tout niveau. Économie, sociale et autres. Quel est votre constat, vous et votre analyse par rapport à tout votre parcours ? Vous savez, très souvent, moi, quand j'étais députée, bon, j'ai fait quand même quelques missions parlementaires, et j'étais surtout dans une instance qui était extraordinaire, c'était le Conseil de l'Europe. Oui. Donc j'avais l'occasion de rencontrer des pays, voilà, des 47 pays. Il y avait, c'était voilà, je côtoyais des parlementaires qui me disaient toujours tu as de la chance d'être française, et la France c'est une référence. Oui. Et j'ai le souvenir de l'ancienne maire d'Athènes, qui était députée à ce moment-là également grecque, qui me disait, mais tu sais Marie-Jo, la France elle arrivera jamais à l'état de la Grèce. Aujourd'hui, je suis un petit peu, et j'ai des contacts encore avec elle, et elle me dit, un jour, là où très souvent, bon, on se passe des messages par Facebook, par Messenger, oui. Et elle me dit, Marie-Jo, le jour où je t'ai dit ça, je ne l'imaginais pas qu'à un moment la France pouvait être dans cet état. Comme quoi, on peut vite monter, mais on peut très vite descendre. Très vite descendre, absolument, absolument. Alors. Sur votre parcours, vous êtes également nommé en 2002 rapporteur général de l'Observatoire de la parité par le président de la République de l'époque, c'est-à-dire M. Jacques Chirac. Il était sensible à ce sujet de parité ? Oui. Oui. Oui, très sensible, même s'il ne le montrait pas. Oui, j'allais dire, c'était pas quelqu'un... Pas du tout, pas du tout. Et non, il était sensible dans la mesure où, bon, il était... Vous allez rigoler, j'ai noté 2404 questions posées par Marie-Jo Zimmermann au gouvernement entre 2002 et mi-2006. 3e députée, la plus active de l'Assemblée nationale sur ce critère. Avec Jean-Luc Warsmann. Oui. Ah oui. Parce que ce sont des records, vous pouvez être fiers. Ah oui, et puis, si vous voulez... En gros, il faut ouvrir sa bouche pour faire avancer les choses. Mais absolument. Il faut ouvrir sa bouche avec dignité et valeur. Absolument. Oui. Et puis, si vous voulez, pas poser des questions sur n'importe quoi. Oui. Savoir que chaque question, c'est une étape supplémentaire. Oui. Et si vous voulez, quand on a un but, toute avancée permet d'aller vers ce but. Et ça, c'est le président Chirac qui me l'avait inculqué. Et je crois, si vous voulez, que c'est quelque chose que j'ai toujours retenu dans ma vie parlementaire, dans ma vie de tous les jours aussi, hein, mais dans ma vie parlementaire surtout, c'est que j'avais un but, c'est
quand le président Debré m'avait confié la délégation aux droits des femmes, alors que j'étais pas forcément féministe, mais j'avais ce but que, à fur et à mesure que j'avance, je puisse dire que j'ai essayé de donner à chaque femme la place qu'elle devait avoir dans la société. Oui. Et notamment à l'Observatoire de la parité. Et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que à la fois j'ai eu l'Observatoire et la délégation. Donc ça m'a permis d'avoir un spectre beaucoup plus grand. Oui. L'Observatoire, c'était essentiellement tout le domaine politique. Et ça m'a permis de faire avancer les choses sur les modes de scrutin, par exemple, où en 2003, au bénéfice d'un 49-3, je réussis à mettre les listes avec la parité intégrale. Oui. En 2007, je réussis parce que, en faisant des statistiques, 2004, les régionales, avec des listes paritaires strictes, 47% de femmes dans les régions, et 8 jours après, 30% de femmes dans les exécutifs. Mhm. Bon, là, il y a quand même un souci. Oui. On va pas me dire quand même qu'on n'arrive pas à trouver 50-50. Donc, en 2007, au bénéfice d'une loi sur des modes de scrutin, j'ai posé un amendement demandant que dans chaque exécutif, il y ait une parité stricte. Alors, on a gagné du temps parce Oui. que au lieu de faire voter, par exemple, dans les conseils municipaux de plus de 3500 habitants, au lieu de faire voter chaque adjoint, on présentait une liste et en avant. Oui. Bon, en 1 heure de temps, c'était fait. Conseil régional, c'était la même chose. Mhm. Alors, conseil général, ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'il y avait tellement peu de femmes qu'on n'arrivait pas à faire la parité. Et aujourd'hui, alors grâce au binôme, bon, qui est pas forcément, la panacée, hein, Oui. mais bon, là-dessus, si vous voulez me poser des questions, voilà, j'y répondrai. Mais là aussi, maintenant, au conseil départemental, il y a une... Vous n'avez jamais il y a- été très pour le côté binôme. Non, Hein, voilà. j'ai voté Il faut dire contre. les choses. Oui, oui. J'ai voté contre parce que, vous savez, et je me souviens quand j'étais à l'Observatoire de la parité, la secrétaire générale m'avait interpellée en me disant, vous savez, pour qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée nationale, au lieu de faire payer des pénalités aux partis politiques, il faudrait qu'on fasse des binômes. Oui. Et je me voyais dans la circonscription que je représentais, je me disais, moi, avec le caractère que j'ai, non mais attends, s'il faut que je demande 10 fois à mon binôme, est-ce que tu penses que si, est-ce que tu penses que ça, Trop compliqué. on perd un temps fou Oui. et voilà, pendant ce temps-là, les affaires ne sont pas réglées. On avance pas. Donc sur les cantonales, c'était la même chose. Mhm. Je pense que il y a toujours dans un binôme, il y en a un qui domine. Bien sûr. Et celui qui domine est obligé de temps en temps de se freiner. Bon, c'est pas tout à fait ma nature. Donc, moi, j'avance. Voilà, Oui. point à la ligne et puis c'est tout. On comprend que c'est pas votre tasse de thé. Alors, Non. puisque vous parlez de politique et puis de mairie aussi, vous êtes candidate aux élections municipales de Metz, notamment en 2008. Vous avez obtenu un peu plus de 16% au premier tour, contre 24 pour le maire sortant, Monsieur Roche. Et puis 34, c'était Dominique Gros en Parti socialiste. Là, vous faites alors alliance avec une femme qui est du MoDem, hein, Nathalie Griesbeck, qui avait remporté pas tout à fait 15%. Et là, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Comme quoi, là aussi, de s'allier, binôme ou pas, enfin, il n'est pas question de binôme là, mais c'était pas un bon truc. Pourtant, Nathalie Griesbeck, avec un tempérament et une sacrée posture aussi, un charisme, on peut dire que 2 femmes comme vous, on croyait à la victoire. Qu'est-ce qui n'a pas marché en étant, avec le recul peut-être, de dire qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait, ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait qui a pas collé. Je pense qu'on est toutes les deux des femmes de caractère. Bah oui. Et il n'y a qu'une place. Oui. Je crois que Nathalie Griesbeck, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, elle était prédestinée à succéder à Monsieur Roche. Oui. Et quand elle a fait sa liste, elle était convaincue d'être devant moi. Voilà, j'ai été devant elle et je pense que quelque part, on avait trop de tempérament l'une et l'autre. Mm-hmm.
Un peu trop d'ego en étant vrai. Il en faut aussi, hein. Il faut avoir une confiance en soi. Alors, je ne sais pas si c'était de l'ego ou si c'était du tempérament. Oui, bah c'est... Parce que, bon, moi, je vais vous dire, notamment sur la gestion de la ville, bon, Nathalie est quelqu'un qui a été dans le sillage de Jean-Marie Roche, oui. Pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et mon regret, je peux vous le dire aujourd'hui, c'est de n'avoir jamais eu la chance de travailler avec lui. Parce que je crois que c'est quelqu'un qui m'aurait beaucoup appris. Et je crois qu'on aurait vraiment réussi à travailler correctement. Bon, ça s'est pas fait. Et elle était dans le sillage de Jean-Marie Roche. Et moi, quand je me suis présentée en 2008, j'avais un programme qui était différent. Et coller les deux programmes, c'était pas évident. Bien sûr. Je prendrai un seul exemple. C'était les modes de transport sur Metz. Moi, j'avais la volonté... moi, le métis, il est là. Oui. Voilà, je n'ai jamais émis aucune critique parce que bon, voilà, c'est pas mon, le métis, pas moi. C'est le tram pour ceux qui nous écoutent. Ah oui, pardon, oui. Le tram ou le alors métro, c'est pas un tram parce qu'il y a pas de, il y a pas de voie entre guillemets. Et puis voilà, bon, moi c'était pas du tout ma tasse de thé. Moi, j'avais vraiment, je sais pas si vous vous en souvenez, voulu utiliser le circuit ferroviaire qui était autour de Metz, faire le tram-train, et puis ensuite faire des couloirs bus à l'intérieur des quartiers, donc desservir. Et si vous voulez, j'avais réussi à convaincre quelque part que on pouvait arriver à le faire en un mandat et demi. Et comment voulez-vous à ce moment-là, au lendemain du premier tour, on a 8 jours de temps. En 8 jours de temps, vous pouvez pas convaincre quelqu'un qui a été élevé avec le métis, et moi, vous arriviez pas à me convaincre sur le métis. Donc c'est complexe. Si vous voulez, c'est un point, mais il y a d'autres points sur la politique dans les différentes banlieues. Bon, moi, j'avais un programme et je m'inspirais beaucoup du travail qui avait été fait par une ancienne adjointe des quartiers nord de Marseille, où j'avais beaucoup travaillé avec elle sur, si vous voulez, la façon de rentrer dans les quartiers, de travailler avec les femmes. Déjà à l'époque, j'avais ça avec les femmes des quartiers. Pour le coup, c'est vrai qu'il faut avoir des personnes avec de l'expérience. Voilà. Et puis, si vous voulez, des référentes. Les femmes étaient des référentes dans les quartiers. Et c'était pas du tout la politique qui était celle de Nathalie Griesbeck, qui a beaucoup travaillé sur le social. Elle a été adjointe, elle a été une très bonne adjointe aux affaires sociales. Mais je crois qu'on avait toutes les deux... Deux femmes brillantes, mais il y en avait une de trop et voilà. Voilà. Et deux tempéraments trop forts, qui avaient fait un premier tour, je dirais, convaincus avec leur programme. Et moi, j'ai du mal à croire ensuite à une réunion. Et voilà, bon, c'est tout, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours dit que c'est vrai que j'aurais aimé être maire de Metz, parce que Metz, il est pas trop tard. Non, c'est ma passion. C'est une belle ville. Oui, et puis c'est ma passion, Metz, voilà. Ma maman est née à Metz et j'aurais été fière et voilà, Metz c'est si vous voulez, c'est quelque chose qui est ancré en moi et j'ai toujours été plutôt messine que Metz et Nancy, vous voyez. Et là vous comprenez très bien le combat, voilà. Mais je dirais que si j'avais été maire, tout ce qui a été fait sur les femmes n'aurait pas été fait. Alors, il aurait été fait différemment, hein, attention, je ne suis pas la seule. C'est exactement ce que vous dites, permettez-moi. À l'époque, on vous disait, certaines personnes, et vous le direz ou pas, si on est ministre, quelque part, on travaille moins que si on est député. Absolument. C'est exactement ça. C'est-à-dire à vous de choisir et de méditer. Voilà, c'est ça. Et si vous voulez, je me serais tellement investie dans la ville que, quelque part... l'investissement que j'avais sur la délégation droits des femmes n'aurait plus été la même. Donc, vous seriez bien entouré.
Parce que c'est aussi ça, C'est un pas la même collectif. chose. Oui, C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous savez, quand vous prenez une ville, il faut être ancré dans la ville. Bah c'est Et complètement. je crois que même on n'était même pas dans la loi sur le non cumul de mandats, mais je pense que ça aurait été difficile de faire les 2 mandats parce que quand je m'attelle à quelque chose, Oui. je le fais à fond. Ah ça, on le sent dans votre caractère et alors voilà. la femme et votre... Et si vous voulez, je crois j'étais prédestinée, je crois, à m'occuper beaucoup plus de la question de la place des femmes dans la société. Oui. Et puis, les choses ont fait que au alors niveau on de va revenir sur votre loi, bien évidemment, et puis sur les femmes dans un instant, mais qu'on fasse connaissance aussi avec votre personnalité, déterminée, tout ça, on l'a bien noté à travers vos propos, mais on se dit, mais Marie-Jo Zimmermann, la place de la femme, la place de Marie-Jo Zimmermann sur la grande place des femmes, elle est où? Vous avez une vie équilibrée, privée, vous arrivez à faire autre chose, parce qu'en fait, quand on vous voit en action et que ce soit sur ce qu'on lit, c'est toujours avide de faire mieux sur tel sujet. Pas de dire, tiens, je vais peut-être partir découvrir un château dans la Loire ou tout ça. Ah si. Rassurez-nous. Oui. Si. Et c'est quoi la vie de Marie-Jo alors la vie quand de elle fait pas de Marie-Jo, politique quand elle fait pas de politique, c'est découvrir son pays, oui. toujours. C'est d'abord découvrir la France, toujours. C'est des lieux de prédilection. Lesquels alors, c'est en Haute-Savoie, Combloux, oui. qui est mon lieu de prédilection. Et puis, en Bretagne... Pour ceux qui connaissent, près de Megève. Près de Megève, c'est voilà. ça. Mais Combloux, pas Megève. C'est très joli, c'est vrai. C'est magnifique. Et le deuxième lieu de prédilection, alors pour les Bretons, c'est pas la Bretagne, mais c'est pas grave, c'est le Croisic. Oui. Le Croisic, c'est un lieu... qui m'a toujours beaucoup marqué. Et ce que je fais aussi très souvent, c'est que j'essaye de refaire, que j'ai fait avec mes enfants, avec mon mari, tous les lieux que j'avais fait quand je faisais du scoutisme. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que j'avais découvert, quand on est Vous scout... étiez Jeannette. Alors, j'ai fait tout le parcours. Hein. D'accord. J'étais Jeannette, j'étais guide aîné, ça nous étonne guide. pas. Ça m'étonne pas. C'est-à-dire, j'ai fait tout le parcours, oui. voilà. Et il y avait une région qui me tenait beaucoup à cœur quand j'avais cet âge-là, et généralement, on allait faire des camps guides là-bas. C'était toute la Provence, toutes les Alpes, Aix-en-Provence, Saint-Rémy-de-Provence, Fontvieille, Mossane, et voyez, quand vraiment j'ai besoin de me ressourcer, c'est dans ces coins-là que je vais. Ouais. C'est quelque chose. Autant avec mes enfants, j'ai pu aller à Combloux pour découvrir les joies du ski, la Bretagne au Croisic, mais les lieux de ressourcement, c'est les lieux de mon enfance, où j'ai été quand j'ai découvert avec mes guides, vraiment avec des amis, la Provence, tout ce côté, je dirais, de la terre provençale. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, ce que j'ai fait aussi, et là, c'est la chance que j'ai eue quand j'étais parlementaire, j'ai fait quelques missions parlementaires. Et les missions qui me convenaient, alors vraiment d'une façon extraordinaire, c'était l'Amérique du Sud. Oui. Parce que quand j'ai fait mes études d'histoire-géographie, ce n'était pas l'époque où on travaillait tellement les civilisations amérindiennes, les civilisations Inca, Maya, etc. Et j'ai toujours été attirée par ces civilisations. Et les missions parlementaires que j'ai pu faire, que ce soit au Pérou, que ce soit en Équateur, les Galapagos, voilà, tout ça, par exemple, les Galapagos, c'est pourquoi? Parce que j'ai un animal qui fétiche, c'est la tortue. Oui. La tortue qui avance doucement. Mais sûrement. Sûrement. Oui. Et qui plante... Maison. Voilà, sa petite maison, qui plante et qui amasse progressivement. Vous êtes quoi comme signe? Taureau. Ah oui.
Oui. Je suis taureau. Et si vous voulez, l'Amérique du Sud, la Colombie, tous ces endroits-là, quand il y avait une mission parlementaire, par exemple Jean-Louis Debré savait que quand il y avait des missions parlementaires à faire en Amérique du Sud, il me la proposait. Oui. Et c'est comme ça que je suis allée au Pérou. Je suis allée d'ailleurs à l'intronisation de Toledo, en l'espace de 4 jours, entre la France. On est parti, on est allé à Lima, sur le Machu Picchu, etc. Mais ces civilisations m'ont toujours attirée. Parce que c'est des civilisations qui ont une vie de communauté extraordinaire. Oui. Et je les ai découvertes en lisant beaucoup de livres sur ces civilisations. Mais en allant sur place pour se rendre compte aussi. Mais alors en allant sur place, c'est quelque chose que j'arrive même pas à décrire quand je le décris, parce que je me souviens, quand je suis arrivée au Pérou, j'étais, c'est-à-dire c'était un enfant qui découvrait mais les merveilles qu'il avait rêvé de voir. Et c'est quelque chose. Je me souviens quand je suis partie en Équateur et que bon, je savais qu'on allait partir 4 jours aux Galapagos. J'avais le souvenir d'une de mes anciennes collègues d'histoire-géographie. Sa fille était hôtesse de l'air. Et elle me disait toujours, Marie-Jo, mon rêve, c'est aller aux Galapagos. Et quand je suis partie aux Galapagos, je suis allée la voir, je lui dis, Madame Perruchot, je vais aux Galapagos. Et alors elle me dit, ah non, c'est pas possible. Et si vous voulez, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y avait la civilisation, mais il y avait aussi le fait de vivre sur cette terre. Oui. Qui était une terre, si vous voulez, que j'admirais, que j'avais envie de découvrir. Et ça a été des moments exceptionnels. L'Amérique du Sud. Dans tout ce que vous dites, et ça fait partie de votre tempérament que je trouve très beau, c'est la bonté et ce que vous aimez, mais à travers la personne, l'hôtesse de l'air, vous racontez cette histoire, où vous êtes heureuse de partager le fait que vous allez partir à l'endroit où elle rêvait. Dont elle rêvait. Et quand, alors je lui ai envoyé une carte, et quand je suis revenue, je suis allée la voir, je lui ai expliqué comment étaient les Galapagos, tout ça, parce qu'elle était trop âgée pour le faire. Mais voilà, et l'Amérique du Sud, je crois que c'est charnel ce lien que j'ai avec l'Amérique du Sud, parce que ce sont des populations. Parce que quand on fait une mission, alors certes, il y a les ambassades, tout ça, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment la vie. Et par exemple, je sais qu'à Arequipa, on a vécu chez l'habitant. Mais attendez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et authentique et vrai. Authentique et vrai, voilà, absolument. C'est exactement les deux termes. Et l'Amérique du Sud, c'est là où vraiment voilà, c'est mon dépaysement à moi. Avec la Provence et Combloux, ça fait partie de vos endroits favoris. Et le Croisic. Voilà, et qu'on n'a pas oublié. Alors, un mot quand même, et c'est important, sur cette fameuse loi Copé-Zimmermann, relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance. C'est quelque chose qui, en 2025, on a évolué par rapport à votre loi, heureusement. Juste une petite parenthèse, parce que oui, c'est pas le fait d'être féministe et vous n'êtes pas féministe, vous êtes bien dans l'idée de la mixité, c'est-à-dire qu'il y a la richesse des deux sexes, c'est comme dans tout, et c'est comme dans la richesse des cultures, si ça se passe bien, tout va très bien et c'est très gagnant. Mais dans cette loi Copé-Zimmermann, souvent on parle de la loi Zimmermann et vous dites, Monsieur Copé, il était quand même pas là pour rien, il m'a beaucoup aidé, je tiens à lui rendre hommage. Oui, ah oui. Et c'est vrai que les femmes estiment, parce que Jean-François Copé, c'est pas quelqu'un qui voilà, les gens sont pas attirés par lui. Et c'est dommage parce que c'est quelqu'un, je dirais, qui est exceptionnel. C'est un personnage qu'il faut apprendre à je dirais, à cerner. À cerner, à analyser. Alors, pas seulement à cerner, à analyser, mais à apprivoiser. Ah oui. C'est quelqu'un qui, quand on lui explique les choses, il est le même combattant que moi j'ai été. Et quand Jean-François Copé, pourquoi je le lis toujours à la loi Copé-Zimmermann, parce que
on a mené 2 combats ensemble. La réforme constitutionnelle Oui. et la loi Copé-Zimmermann. Alors, il avait certainement un peu de femmes, et il a toujours un peu de femmes peut-être en lui, et vous avez un peu d'hommes. C'est Oui, ça qui fait je le bon pense, équilibre je et pense. l'intelligence. Oui, c'est ça. Et je pense que on a toujours eu, si vous voulez, on a toujours travaillé en symbiose. Et oui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Copé, par exemple, c'est quelqu'un, quand j'étais à la délégation aux droits des femmes, tous les lundis soirs, on avait une réunion de tous les présidents de commission, quand on était au pouvoir, pendant de 2002 à 2012, et on avait un vrai dialogue sur les lois. On avait un vrai dialogue, un vrai travail de fond qu'on faisait avec Jean-François Copé, qui était toujours là, et bon, certains de ses assistants, avec lesquels je travaille encore aujourd'hui. D'ailleurs, Jean-Baptiste Lemoyne, qui aujourd'hui est sénateur, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé quand il était ministre du tourisme et il était ministre du tourisme et de l'Europe, ou je sais plus, en 2017. Il m'a beaucoup aidé parce que, si vous voulez, vous voyez, c'est pas des liens d'élus qu'on avait. On avait des liens de travail et on avait un profond respect l'un pour l'autre. Et on a su créer une vraie amitié qui fait que quand l'un a besoin de l'autre, quand il s'est présenté comme sénateur dans l'Yonne, donc c'est pas tout à fait la Moselle, je suis allée l'aider. Parce que je connais le travail qu'il effectue. Des liens d'humains. Des liens d'humains, c'est ça. Différence. Et Jean-François Copé, c'est ça. Jean-François Copé a autour de lui une équipe de gens qui lui sont fidèles. Par exemple, vous avez Michel Tabarot, qui est député au Canet, qui était maire du Canet, qui est, si vous voulez, on a une équipe autour de Jean-François Copé très fidèle. Et même si à certains moments on n'a peut-être pas les mêmes idées, on a une capacité de travail, et une fois que le travail est réalisé, de conviction pour faire passer l'idée, qui fait que on a des liens qui sont très forts. Et encore une fois, de respect. Voilà. Et Jean-François Copé, moi j'ai toujours voulu, j'ai toujours dit que il était associé à cette loi parce que il l'a fait avancer avec moi. Parce que toute seule, ça aurait été dur. Alors en 2025, en gros, les quotas, ça donne quoi? On est plutôt bon. Ah ben là, on est très bon. Hein. On est dans le 440, je crois qu'on doit être à 46,7 et SBF 120, 46. Donc c'est une belle amélioration. Vous êtes sereine et positive pour la suite. D'ailleurs, vous menez en parallèle, ça me permet de le dire. Il y a eu, il y a quelques heures, vous avez signé un manifeste important avec des anciennes femmes politiques aussi, dont Madame Génisson, d'autres, qui ont œuvré... et toutes les ministres chargées de l'égalité, parce que... Donc là, il y a l'intelligence de toutes se rassembler pour dire qu'on avance. Absolument, parce que on met les partis politiques de côté. Ah oui. Dans ma loi, il y avait... Enfin, dans notre loi, il y avait le fait que les femmes... certes, sont présentes dans le conseil d'administration, mais j'avais en tête que c'était pas que le conseil d'administration, il y avait pour le COMEX, les CODIR. Et dans la loi, il y avait un article qui stipulait que on devait tous les ans, et on doit tous les ans faire un rapport sur la politique d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, de façon à ce que on puisse faire aspirer les femmes qui sont dans l'entreprise et qu'à un moment donné, elles puissent pas seulement fissurer, mais exploser le plafond de verre, rentrer dans les CODIR et les COMEX. Et c'est ce qui se passe. Alors, moi, je trouve que oui, parce que si vous voulez, voilà, pour hier, j'ai regardé de nouveau mes statistiques. Enfin, écoutez, quand on légifère sur les CODIR et les COMEX, on est quand même déjà à 20%. Sans la loi. Alors que quand on a commencé sur les conseils d'administration, on était à 8%. Donc, non mais c'était fou. Et ça a été, je dirais, quelque chose d'extraordinaire parce que aujourd'hui, je peux le dire, c'est que pour monter à 20, j'avais aucune inquiétude. Parce que quelque part,
on pouvait rajouter des femmes. Mhm. Par contre, entre 20 et 40, C'est pas le même alors là, travail. je peux vous dire que j'ai eu beaucoup d'inquiétudes Ouais. parce que on peut plus remplacer, Ouais. on peut plus rajouter. Parce qu'il y a un moment où il faut arrêter, quoi. Et d'autre part, je dirais que remplacer des hommes, c'était pas forcément évident. Et je sais que à ce moment-là, pendant ces 3 ans où il a fallu monter, j'avais, alors ça a été extraordinaire. J'avais des femmes qui me faisaient des statistiques, notamment Floriane de Saint-Pierre, qui me faisait des statistiques et qui me montraient comment ça évoluait. Oui. Et chaque mois de septembre-octobre, je faisais une conférence de presse avec des journalistes bien ciblés sur la partie économique. Il y avait les Échos, il y avait la Tribune, il y avait les pages roses du Figaro. Et quand je voulais être très, très pointue et très perçante, j'avais Patrick Roger au Monde et j'avais Nicolas Domenac à Marianne. Mm-hmm. Qui donnait vraiment la température et je dirais qu'il disait les choses clairement en disant bon voilà, si la loi est pas appliquée, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des sanctions. Mm-hmm. Et je dois dire que 6 ans après la loi, on était dans les clous et on était déjà à 40%. Et aujourd'hui, vous faites toujours ces constats à la rentrée. Est-ce qu'il y a toujours ce rendez-vous avec les journalistes? Ah oui, c'est important. Il y a plus le rendez-vous avec les journalistes parce que je crois que c'est c'est rentré dans les mœurs maintenant. C'est-à-dire c'est rentré dans les mœurs, mais par contre, il y a une cellule de veille. D'accord. Et Floriane de Saint-Pierre veille au pourcentage, je peux vous assurer. Ouais, oui. Parfait. Donc on aura septembre 2025 voilà. Là dans quelques temps les résultats. Toutes les semaines, elle me donne le baromètre. Hein. Et Floriane, c'est-à-dire que c'est ce qui a été extraordinaire. Et c'est là aussi où je dis que c'était prédestiné que je ne sois pas maire de Metz. C'est que, si vous voulez, j'ai noué des liens avec des femmes fabuleuses qui m'ont donné des convictions. D'être en quelque sorte un aiguillon qui soit en capacité d'aider d'autres femmes à être le centre des préoccupations et puis d'avoir leur juste place dans la société, leur juste place dans l'entreprise. Et je pense que c'est une veille, je dirais, permanente. Oui. Avec de temps en temps des coups de projecteur, comme par exemple hier après-midi, où la chance extraordinaire, c'est d'avoir réussi à réunir Catherine Génisson avec sa loi Génisson sur l'égalité professionnelle. Qui était sous Lionel Jospin. Oui, c'est ça, sous Lionel Jospin, qui est une loi fondatrice, c'est clair. Et puis Marie-Jo Zimmermann, la loi Copé-Zimmermann. Donc, comme quoi, on avance. Et on peut avancer avec intelligence, même si on n'est pas du même parti. Absolument. C'est ça qui est important. Mais absolument. On peut avancer sans aucune difficulté. Alors, de l'empathie, de l'écoute, de la bienveillance, on dit toujours de vous que vous avez un bagou phénoménal. C'est vrai, vous inspirez la sympathie, et je le dis, et c'est la vérité, il faut dire les choses. Une popularité que certains vous envient, d'autres, au contraire, vous disent, c'est peut-être ce qui a pu te desservir, vous desservir. Peut-être pour la mairie ou pour d'autres mandats. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. D'être trop bonne, trop gentille, c'est finalement... et pourtant, il y a du bon dans ces définitions. C'est-à-dire que, très souvent, on me jalouse, c'est clair. Et moi, j'ai ce côté... je continue à avancer. Oui. Sauf que... Coûte que coûte. Sauf que, quelque part... je suis... Être populaire, ça sert ou ça dessert? Les deux. Et voilà. C'est les deux. C'est les deux parce que, quelque part, vous savez, moi, je rends grâce toujours à mon mari parce que c'est mon mari qui me remet les pieds par terre. Et qui m'explique que, il y a des obstacles à franchir. Les obstacles à franchir, c'est très souvent dans votre propre parti. Oui. C'est clair. C'est clair et... je dirais que moi, j'avance et je fais peut-être pas suffisamment attention à ces phénomènes. Et
En plus, je n'aime pas ces phénomènes. Mhm. C'est pas moi et j'ai du mal à gérer ces phénomènes. Oui. En fait, votre personnage public résonne tellement beaucoup que c'est paradoxal, mais ça peut être néfaste pour certaines situations Absolument. et certaines choses. Et sur Metz, ça a été Et donc, ça. est-ce que vous arrivez à un âge plus mûr à j'espère, raisonner oui. et à vous raisonner, à dire je dois être plus comme ça, être peut-être... C'est Alors, compliqué, non? C'est très compliqué. Bah oui, c'est très on peut pas se compliqué refaire. parce que, bon, on peut pas se refaire. Quand on a un caractère entier, on le garde. Parce qu'être trop proche des gens, trop communiquer, finalement, c'est pas forcément gagnant. C'est ça qu'on retient. Et pourtant, on sait très bien que ça Alors, l'est. oui et non, parce que je crois que je ne changerai pas. Ouais. Ça, c'est clair. Au moins, c'est sûr, c'est dit et c'est tant Ah mieux. oui. Mais par contre, disons que ce que j'ai appris, c'est, disons, d'accepter que des gens ne veulent pas me voir à certains endroits. Mhm. Et de l'accepter avec une certaine philosophie. Oui. Ce qui n'est pas forcément ma nature au départ. Oui. Et ma première nature, c'est, voilà, je pars, j'explose. Et fonce. aujourd'hui, je dirais que j'explose toute seule sans le communiquer. Oui. Et puis voilà. Oui. Voilà. Donc, il y a effectivement de la maturité Ah oui. et oui. un recul important. Il faut être en réseau, selon vous. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux femmes qui nous écoutent? Il faut être en réseau et connaître les bons chevaux pour avancer quand même. Il ne faut pas hésiter à aller de l'avant toujours et toquer à certaines portes. Ah, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire Peut-être encore plus intelligemment. qu'avant, non? Oui, il faut le faire intelligemment. Mais parce qu'on vient moins vous chercher qu'avant. Avant, on venait peut-être plus facilement à un Mesmer, à un Debré. On venait vous chercher quelque part parce où on vous tendait la main. Ben oui, parce qu'il y en avait tellement peu. Et oui, c'est ça. Voilà, on venait nous chercher. Mais non, il faut le faire. Mais je pense que ce qu'il faut surtout, c'est rester soi-même. Oui. Et ne jamais oublier que, voilà, on a une personnalité. Oui. Et ne pas changer sa personnalité pour avancer. Oui. Parce qu'à un moment donné, ça nous rattrape. Ben, on le voit. Sans citer de nom, je pense que ça se vérifie c'est ça. en politique c'est et ça. ailleurs. Alors, vous dites la France a un rôle mondial à jouer pour la parité. Oui. Pourtant, on n'est pas forcément les bons élèves. Alors, on est meilleur. On a l'Islande, Finlande, Norvège, l'Est qui nous... Oui, mais par contre, notamment sur les conseils d'administration, je crois qu'on est premier. Hein. Oui. C'est vrai, on est premier, bon. Oui. On est et d'ailleurs ce qui est un petit peu je dirais moi ce qui me fait sourire, c'est que on utilise le fait des conseils d'administration pour dire que la France a une politique égalitaire même au niveau de l'entreprise, ce qui est complètement faux. Mais ce qui est plutôt grave pour vous, ça veut dire qu'on se sert de votre loi. Mais c'est complètement ça. Vous savez, si le président de la République l'a déposé pour devenir une directive européenne, c'est qu'il avait senti qu'effectivement, c'est comme ça qu'on arrivait quand même à percer. Oui. Et c'est vrai que c'est une fierté. C'est une fierté pour la France. Et je dirais que... alors moi, je ne la prends pas pour une fierté pour moi. Hein. C'est vraiment une fierté pour notre pays. Oui. Et démontrer que on est en capacité de faire avancer les choses. 4 questions pour terminer. Flash, la rencontre qui a changé votre vie. Il y en a plusieurs dans tout ce qu'on a entendu, mais bon, s'il y en a une. Ah c'est Jean-Louis Debré. Oui. Ah c'est Jean-Louis Debré, alors sans aucune hésitation. Un livre ou un film que vous recommanderiez, ancien ou nouveau, quelque chose que vous avez lu ou qui vous a marqué, ou un film que quand vous n'êtes pas trop en forme, vous dites il faut que je regarde ça. Alors j'aime bien Le Petit Prince. Ah oui. Alors ça c'est un livre qui m'a toujours inspiré. Et c'est un livre, d'ailleurs, que c'est le premier livre que j'offre à mes petits-enfants, dès qu'ils savent lire. Et parce que Le Petit Prince, il s'adapte autant à l'enfant qu'à l'adulte. Oui. Et les valeurs qu'il véhicule, on peut les prendre pour nous aussi aujourd'hui. Alors, un film... S'il y en avait un. Alors, je vais vous dire, au niveau du cinéma... J'adore les films où on peut rire. Oui.
Et c'est les Louis de Funès. J'allais dire. Voilà, c'est les films où on se détend. Je déteste les films où quand on est assis, attendez, ça vous, allez, vous en avez, prenez plein la figure et vous vous dites. Donc violent, tout ça. J'ai horreur. J'ai horreur de ça. Ouais. Puis les films où il faut se poser 10 questions. Oui. Bon, la vie est déjà assez compliquée. Donc c'est vraiment les films où vous respirez, je vous êtes à l'aise, respire. et vous passez un bon moment. Comment L'aile ou la cuisse, le grand restaurant et d'autres. Voilà, les Louis de Funès. Le gendarme. Pour ne citer que les gendarmes de Saint-Tropez. Voilà. Et puis, il y a aussi les bronzés. Alors ça, j'adore. Ah, oui. Les bronzés font du ski, mais j'adore. Les premiers, si vous êtes d'accord, parce que les derniers. Ah non, les derniers, je n'ai même pas été les voir. Quand on a fait trop. Non, les derniers, je n'ai même pas été les voir. Le réchauffé est pas bon. Non. Pas du tout. Mais les bronzés font du ski, non, mais c'est un régal. Ça reste culte. Voilà, c'est ça. Culte. C'est ça. Et donc, les autres films, moi, je suis plus. Donc, on sait qu'il faut vous emmener voir un film où. Ah oui. En tout cas, on rigole. Ouais. Voilà. Que pense Marie-Jo aujourd'hui de Marie-Jo d'il y a 10 ans? Qu'elle est devenue peut-être plus sage. Ouais. Et que, alors, plus sage dans la mesure où elle est moins virulente quand elle a envie de dire quelque chose à quelqu'un. Elle réfléchit peut-être plus avant de le dire. Mais par contre, quand elle le dit, c'est dit. Oui, c'est important. Là encore, c'est le mot authenticité qui résonne. Quelle est la femme que vous souhaiteriez mettre en avant, mettre en lumière? Vous diriez, Lara, tiens, ce serait bien que vous l'invitiez parce que vraiment, c'est une femme qui a un parcours puis des choses à dire. Alors moi, comme je vous l'ai dit, hein, c'est Madame Braun-Pivet. Je crois que, moi, j'ai découvert... Présidente de l'Assemblée nationale. Présidente de l'Assemblée nationale, oui, excusez-moi. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marquée. Elle gère sa personne d'une façon extraordinaire. Oui. Et je l'ai vue quand je l'ai accompagnée à Quimper dans ses assises citoyennes. C'est une femme qui écoute beaucoup et qui a envie de faire avancer la société. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. C'est un très bon choix et j'espère qu'elle sera avec nous dans Exceptionnel. C'était un vrai plaisir de vous avoir merci sur beaucoup de m'avoir ce plateau pour ce podcast. Et je pense et j'en suis certaine que ça donnera des ailes et puis des envies de politique parce que vous dites là aussi qu'il n'y a pas assez de femmes politiques. Donc, il faut donner des envies à certaines, aux plus jeunes et aux moins jeunes, d'ailleurs, d'embrasser de belles professions de conviction où on défend notre nation. Oui, et des femmes sincères. Sincères. Merci pour votre sincérité. Merci beaucoup. Et je vous ferai faire une écharpe de mer en chocolat pour combler le petit manque sur la jolie ville de Metz, qui, soit dit en passant, est la ville où il y a le plus de mètres carrés dans la cathédrale. Ah oui. Ah oui. Ah ben c'est la plus. Alors, à visiter absolument. Je ne suis pas chauvine. C'est la plus belle cathédrale de France. Oui. Et alors, un de mes objectifs, si j'avais été maire de Metz, c'était de faire corriger tous les livres qui parlent des cathédrales et de mettre dans chaque livre la cathédrale de Metz. Parce que vous regardez certains livres sur les cathédrales, vous allez Strasbourg. C'est vrai. Sans aucun problème. Mais Metz, vous avez Reims. Elle apparaît pas forcément. Vous n'avez pas Metz. Alors que rien que les mètres carrés de vitraux, 6500, voilà, ça me revient. C'est extraordinaire. Et puis des vitraux qui passent toute l'histoire de la construction jusque... Franchement, si c'est une cathédrale... Moi, je suis amoureuse de ma cathédrale. Et vous voyez, quand je fais notamment le fond de mon Facebook, je mets plus malheureusement la cathédrale parce que j'ai pas envie qu'on s'imagine que j'ai des envies de municipal. Mais dès que 2026 sera passé, sur mon Facebook, je remettrai la cathédrale de Metz. Très bien. Voilà. Tout à votre honneur. Au plaisir. Merci beaucoup. Marie-Jo Zimmermann. Merci.